Il y a un problème. Des contrôleurs assistent à une catastrophe. Le contrôleur radar a dit RW706, et ses radios, vous m'entendez? pas de réponse. Un avion de ligne a disparu de l'écran radar. Était-ce un ennui structurel? Il s'est écrasé et on ne savait pas pourquoi. Un scénario presque inconcevable se dessine. Ici, on était 4 et on ne l'a pas vu. Un avion? Peut-être. Une déclaration ne prouve rien, c'est à l'enquêteur d'apporter des preuves. Mais qu'est-ce qu'il fichait là-haut? À LAX, l'aéroport international de Los Angeles, le vol Hughes Air West 706 s'apprête à décoller. 44 passagers ont embarqué dans un avion qui desservira plusieurs villes dans l'Utah, l'Idaho et l'État de Washington. Bienvenue à bord. Nous allons partir très bientôt. Theodore Nicolai est le commandant de bord. Il avait été pilote dans l'US Air Force. Donc, quand on volait avec lui, on se sentait en confiance, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Los Angeles est un des hubs les plus actifs d'Amérique du Nord. Et au décollage, les avions se voient attribuer des couloirs aériens spécifiques. Air West 706. Autorisé à décoller, piste 24 gauche. Montée cap 250. 24 gauche, cap 250. Le copilote Price Brunner est lui aussi très chevronné. Grand beau jusqu'à Seattle. Il compte même plus d'heures de vol que le commandant. Price avait les qualifications pour passer commandant, mais il avait choisi de rester copilote. Et il adorait être dans le poste de pilotage. Patricia Shelton est régulièrement hôtesse sur ce vol. C'était une jolie fille avec de longs cheveux bruns. Elle venait de se fiancer et elle avait hâte de se marier. C'était une période heureuse de sa vie. Piste dégagée. Lâchez des freins. Les compagnies aériennes américaines utilisent le DC-9 depuis le milieu des années 60. Ces deux turboréacteurs en font l'avion idéal pour les vols moyens et courts courriers. À toi les gaz. 80 nœuds. À 18h02, le vol RW706 quitte Los Angeles. À droite, cap 060. 706 à droite, 060. L'avion s'envole d'abord vers l'ouest, au-dessus du Pacifique, avant de bifurquer vers le nord-est. 4 minutes après le décollage, d'autres aiguilleurs du ciel prennent le relais. Los Angeles Centre, bonsoir. Air West 706. Nous passons 6000 pieds. Ce sont ceux du centre de contrôle du trafic aérien de Los Angeles. Air West 706, tournez à gauche au 040, direct Daggett. Roger Anderson assure la formation d'un jeune collègue. C'est ça, surveille. On n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir à chaque décision, à chaque doute. Il faut trancher rapidement, réagir à toute vitesse. Les contrôleurs maintiennent notamment les avions à distance de sécurité les uns des autres. En plus de celui d'Air West, le contrôleur radar gérait 5 ou 6 avions en montée vers le nord-est, sans compter quelques autres qui traversaient le même espace aérien.
040, direct Daggett. Les contrôleurs suivent la progression des avions, dont le DC-9, en symbolisant leur position sur leur écran radar à l'aide de petits marqueurs. Ces marqueurs dataient d'avant l'automatisation. C'étaient des bouts de plastique avec un côté pointu sur lesquels on inscrivait avec un crayon gras les principaux renseignements. L'indicatif, l'altitude allouée, tout ce qui pouvait tenir sur quelque chose d'aussi petit. Une sirène signale qu'un avion est peut-être en difficulté. Mais le personnel a besoin de renseignements complémentaires pour intervenir. C'était fréquent que quelqu'un la déclenche accidentellement. Donc, comme ça indiquait rarement un souci, on n'y prêtait pas vraiment attention. Sauf que sous le marqueur, le RW706 avait disparu. Le contrôleur radar a dit 706, rallumez votre transpondeur. Contact perdu. pas de réponse. 706, Et ces radios, vous m'entendez? pas de réponse. Plus de plots radar, plus de communication, ça devenait inquiétant. Le contrôleur voit ses craintes confirmées par un équipage militaire. Centre, on vient de voir une explosion à flanc de montagne. Il y a un problème. Il nous a dit que son copilote avait vu une explosion à flanc de montagne. Et là, on a compris que c'était grave. Qu'est-il arrivé? Un DC-9 s'est écrasé dans les collines californiennes. Était-ce une explosion? Un arrachement d'aile? Un ennui structurel? Il s'était écrasé et on ne savait pas pourquoi. Ce drame fait la une en raison de la célébrité du propriétaire de la compagnie aérienne. Un an plus tôt, le milliardaire Howard Hughes, un des hommes les plus connus des États-Unis, a racheté l'entreprise. Howard Hughes cherchait à acheter une compagnie à bon prix. Et il a trouvé Air West, qui est devenu Hughes Air West. Le NTSB, l'équivalent du bureau d'enquête et d'analyse, confie l'affaire à un ancien pilote de l'aéronaval qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, Dick Baker. Les monts San Gabriel. Le lieu du drame pose une première difficulté. Bon. Il nous faut des hélicos pour y aller. En attendant, trouvez-moi des témoins. Vite. Le lieu de l'accident était loin de tout, dans une zone montagneuse très escarpée. Dans ces cas-là, les enquêteurs ont toujours du mal à se rendre sur place. L'épave se trouvant à quelques kilomètres de Duarte, c'est dans cette ville que les enquêteurs ont le plus de chances de trouver des témoins. Dans les heures qui suivent le drame, ils sont des dizaines à raconter la même chose. Ils ont entendu une explosion avant de voir un avion tomber comme une feuille. La plupart d'entre eux ignorent la cause de l'explosion, mais quelques-uns rapportent une histoire à peine croyable. Selon eux, le DC-9 et un chasseur à réaction se sont rentrés dedans. Les dépositions ont la réputation d'être trompeuses, mais quand elles parlent d'un abordage, elles sont généralement dans le vrai. Reste à savoir d'où est venu l'avion de chasse. En pleine guerre du Vietnam, les bases aériennes de la côte ouest des États-Unis, dont plusieurs se trouvent en Californie, multiplient les manœuvres et les entraînements. Il y avait plein de manœuvres dans le sud de l'État, parce que le ciel était dégagé et qu'il y a beaucoup de zones désertiques où s'entraîner. D'accord, merci. Au revoir. Dick Baker reçoit bientôt l'information qu'il attendait.
Il venait de là. Un F-4 Phantom n'est pas rentré à la base aérienne des Marines d'El Toro. Fleuron de l'arsenal américain, ce biplace vole à 2 fois la vitesse du son et figure parmi les chasseurs les plus maniables du moment. C'était le meilleur avion de l'époque. Il était équipé de missiles à guidage radar, donc on tirait hors de portée visuelle. Et il volait à plus de Mach 2. Les dépositions des témoins ne laissent planer aucun doute. Le F-4 disparu d'El Toro est bien rentré dans le DC-9. Mais comment des pilotes de chasse expérimentés ont-ils pu percuter un avion civil bien plus lent? Mais qu'est-ce qu'il fichait là-haut? Des témoins décrivent un abordage survenu au-dessus de la Californie. Dick Baker, NTSB. Et un détail troublant revient à plusieurs reprises. Vous avez parlé d'acrobatie. Le chasseur aurait effectué une figure juste avant de percuter le DC-9 de Hughes Air West. Le chasseur a fait un tonneau barriqué. L'acrobatie aérienne étant dangereuse pour ses pratiquants et pour les gens au sol, elle est strictement réglementée. Faire de l'acrobatie aérienne dans un endroit qui n'était pas expressément dédié à cette activité contrevenait aux consignes données aux militaires. Les enquêteurs comptent sur les enregistrements du radar du contrôle aérien, jusqu'à ce que les aiguilleurs du ciel leur expliquent que le F-4 n'est jamais apparu sur leurs écrans. Sinon, je serais intervenu. Et les bandes confirment leur dire. On était 4 et on ne l'a pas vu. Et comme le chasseur était invisible, on n'a rien pu faire. Le F-4 des Marines était celui de James Richards Phillips et Christopher Scheiss. Fais gaffe! Après l'abordage, seul le second a réussi à s'éjecter. À un moment, on sait qu'il ne faut plus traîner à bord. Les enquêteurs ont hâte d'interroger Christopher Scheiss, mais il est entre les mains des médecins. On s'est dit que si l'autre pilote n'avait pas survécu, lui allait déguster. C'est terrible de réchapper à une chose pareille quand le copain qui était avec vous y est resté. En pleine guerre du Vietnam, l'abordage imputable à un avion militaire provoque un tollé. C'était une période de l'histoire des États-Unis où l'armée n'était pas en odeur de sainteté, ce qui n'a pas manqué de créer des tensions supplémentaires lors de l'enquête. Un marine assiste le NTSB. Dick Baker. Le lieutenant-colonel Jack Zeke. On va être collègues. Il va aider les enquêteurs à découvrir pourquoi les avions se sont percutés. C'était des bons. Pas des casse-cou. On va voir ça. L'épave contient peut-être des indices, mais il faudra du temps pour la descendre des monts San Gabriel. Le terrain et le brouillard ont gêné la récupération des corps et des indices. L'endroit était difficile d'accès. Des ronciers, des crotales et des canyons abrupts. J'avais rarement vu plus inaccessible. Les secouristes ont fait 10 km à pied pour arriver sur les lieux. Seule la queue est intacte et il n'y a aucun survivant. De la carcasse sont extraits les corps de 49 hommes, femmes et enfants, dont le plus jeune n'avait que 3 semaines.
Il y a un hublot à côté du strapontin à l'avant. J'imagine que Pat Shelton regardait à travers. Je me demande si quelqu'un a vu quelque chose juste avant. J'y pense souvent. C'est le pire accident d'avion en Californie. Vu la quantité de vols militaires dans la région, le drame jette un froid. On était très inquiets. Dans ces conditions, il faut vite tirer l'affaire au clair. Le lendemain de l'accident, le seul survivant est en état de parler. Faites-le entrer. C'est peu dire que les enquêteurs comptent sur son témoignage. On essaie toujours de discuter avec les survivants le plus tôt possible pour éviter qu'ils soient influencés par ce qu'ils entendent, ce qui nous empêche d'obtenir une version claire et brute. Asseyez-vous. On ne mord pas. Que faisiez-vous? Qui, quand, quoi, où, pourquoi? Le lieutenant Christopher Scheiss, 24 ans, affirme que son collègue et lui ne faisaient pas d'acrobatie et que l'abordage n'était pas de leur fait. Il nous a touchés. Son nez a frappé notre queue. Minute. Que s'est-il passé exactement? Le jour de l'abordage, le lieutenant Christopher Scheiss était dans le siège arrière, le poste du navigateur. Reçu, on monte à 15 000. À 27 ans, le lieutenant Rick Phillips était aux commandes dans le siège avant. Le duo avait déjà volé à travers 4 États et rentré à sa base californienne, située à El Toro. On est monté à 15 000. Ici. Et on a fait un tonneau pour observer. Un tonneau aux ailerons? Oui, un tour complet. Les deux hommes ont fait un tonneau aux ailerons pour voir si des avions évoluaient à proximité. Dans un F4, on voyait bien par-dessus le nez. Pour regarder ailleurs, on faisait un tonneau. Et on avait aussitôt une bonne visibilité, même dans les secteurs qui étaient masqués jusqu'à ce moment-là. Après cette manœuvre, Christopher Scheiss scrute le sol avec son radar, comme le veut la procédure. C'est exactement ce qu'il faut faire lors d'une arrivée nocturne ou par mauvais temps. Le radar permet de savoir où on en est par rapport au sol. Il avait la tête baissée vers son écran pour surveiller le terrain. Et le pilote observait visuellement l'extérieur, parce qu'il savait que son camarade de derrière ne regardait pas par la verrière pour voir s'il y avait d'autres avions dans le périmètre. Fais gaffe! Le DC-9 est sorti de nulle part. Et boum. 5 secondes plus tard, le lieutenant s'éjecte. J'ai sauté. Par Rick. Dès le départ, le navigateur a déclaré que le DC-9 avait percuté le fantôme. Mais la question qui s'est posée a été de savoir lequel des deux avions était effectivement rentré dans l'autre. Comme le F4 n'était pas équipé de boîte noire, aucun renseignement ne permettra de vérifier les allégations de Christopher Scheiss. Et l'épave ne fournira aucun indice, car l'impact à grande vitesse a pulvérisé le chasseur. Hughes Air West envoie Dave Knudsen, un ingénieur, vérifier la version du lieutenant. C'est comme un carrefour. En général, celui qui arrive en premier a la priorité. Nous passons 15 000 pieds. Donc, il fallait impérativement déterminer lequel des deux avait la priorité. L'épave du DC-9 pourrait expliquer quel équipage était en tort. On a cherché un endroit où reconstruire le DC-9. Et on s'est retrouvé dans une usine de fabrication de fibres de verre où il restait des centaines de serre-joints. C'est pratique.
et des palans. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour remonter l'avion. Dave Knudsen espère ainsi reconstituer le scénario de l'abordage. On savait qu'il s'agissait d'un abordage. Et l'objectif était, dans la mesure du possible, d'assembler les bouts d'épave pour que l'enquête puisse établir ce qui s'était passé. Les boîtes noires sont dans un triste état. On va voir ce qu'on peut en tirer. Elles sont expédiées au siège du NTSB à Washington. Dave Knudsen cherche des éraflures et des traces de peinture susceptibles d'expliquer comment les avions se sont touchés. Mais l'élément principal du DC-9 lui fait défaut. On avait récupéré le tronçon principal dans le canyon, mais il manquait encore la partie avant, le poste de pilotage. Il nous le faut. Au laboratoire aussi, les résultats sont en demi-teinte. L'enregistreur phonique est totalement détruit. Seul l'enregistreur de paramètres est exploitable. Il a livré des renseignements très intéressants. Si les pilotes du DC-9 de Hughes Air West ont dévié de leur route par erreur, l'enregistreur de paramètres devrait l'indiquer. L'avion faisait peu de manœuvres. Il accomplissait une montée régulière. Il s'avère que l'avion ne s'est jamais écarté de son cap. 10 jours après le drame, on retrouve le nez du DC-9 à près d'1 kilomètre du reste du fuselage. C'est une découverte capitale. Après le début de la reconstruction, on s'est demandé quelle avait été l'altitude des avions lors de l'abordage. À partir des fragments, j'ai déterminé ce qu'on pourrait appeler l'angle d'incidence. Il n'y a qu'un seul moyen d'expliquer la taille et l'angle des entailles. La dérive a coupé l'avion. Une fois le DC-9 reconstitué, on a vu que la dérive du chasseur était passée juste sous le siège du pilote et qu'elle avait sectionné le nez de l'avion. Comme ça? Le F-4 avait percuté le côté gauche du DC-9 à quelques dizaines de centimètres du nez. Donc, c'était plutôt le chasseur qui avait touché l'avion de ligne que le contraire. On tient le fautif. Le fantôme semble avoir essayé d'éviter le DC-9 Fais gaffe! au dernier moment. Il l'a décapité. Ça a arraché toutes les commandes. Et d'après les témoins, l'avion est tombé comme une feuille jusqu'au sol. Le lieutenant se trompe quand il déclare que le DC-9 a percuté le F-4. Et ce n'est pas le seul élément de son récit que les indices ne corroborent pas. Selon lui, ils se sont percutés à 15 000 pieds. Ici. Mais les témoins ont vu le tonneau ici. Le F-4 n'a pas fait son tonneau à l'endroit indiqué par le militaire. Quand on fait ce métier, on doit se montrer très cynique durant l'enquête. Une déclaration ne prouve rien. C'est à l'enquêteur d'apporter les preuves. Il n'était pas aux deux endroits. Selon des témoins, un F-4 effectuait une figure acrobatique juste avant de percuter un avion de passagers. Je vous en prie. Il a fait ça? Non? Bien. Ça?
Il y avait des divergences entre les dépositions des témoins oculaires qui s'étaient trouvés sur la trajectoire et les descriptions du navigateur. Et on a fait un tonneau pour observer. Selon lui, ce n'était pas une acrobatie, Un tonneau aux ailerons? mais une manœuvre standard. Oui, un tour complet. Ça consiste à voler les ailes à plat et à mettre le manche soit à gauche, soit à droite pour faire pivoter l'avion sur son axe longitudinal. Lors de cette manœuvre, l'avion vole en ligne droite à vitesse constante. Mais lors d'un tonneau barriqué, on ajoute des loopings. Dans ce cas, à durée identique, on parcourt une distance moins longue. Les enquêteurs devraient donc pouvoir déterminer quelle manœuvre a été accomplie en reconstituant la trajectoire du fantôme. On a refait l'itinéraire. On a simulé la trajectoire du chasseur. Il compare les souvenirs du lieutenant. Il dit qu'il était ici 2 minutes avant le drame. Et les dépositions des témoins. Quelqu'un qui a regardé sa montre a vu le chasseur ici. 1 minute avant le drame. Il volait tout droit. Du sol, il est facile de confondre les deux manœuvres. Rien n'indiquait que le pilote était un frimeur ou un soldat indiscipliné. Les deux hommes avaient sûrement plus envie de rentrer chez eux que de se dire « Tiens, on a un avion et 1 heure à tuer, on va s'amuser un peu ». Pourtant, quelque chose ne colle toujours pas. Très maniable, le fantôme tourne nettement plus serré que n'importe quel avion de ligne. La vitesse de croisière minimale du F-4 était d'environ 300 nœuds, ce qui permettait de faire un virage en encaissant 5 G, au cas où un avion de ligne aurait débouché devant. Si le F-4 ne faisait pas d'acrobatie, pourquoi n'a-t-il pas évité le gros DC-9 ? Les enquêteurs s'intéressent alors à la météorologie. C'était une journée typique de la Californie du Sud. La visibilité était bonne. On fait fausse route. Revoyons Shice. À mon avis, le navigateur n'avait pas volontairement donné une première description erronée de la trajectoire et de ce que son collègue et lui avaient fait. Je pense qu'il était vraiment en état de choc après les événements qu'il avait traversés. Reprenons au tout début. Que faisiez-vous avant de partir? On était à la base de Fallon. On inspectait l'avion. Dans l'après-midi du 6 juin, le jeune officier est à 600 km de Los Angeles, dans une base du Nevada. Son groupe de chasse s'entraîne à l'interception aérienne au-dessus de l'ouest des États-Unis. Ils allaient de la base de Fallon à celle d'El Toro, dans le sud de la Californie, pas très loin de LAX. On a eu un pépin d'oxygène et on est parti. D'oxygène? L'alimentation pour la haute altitude avait une fuite. Vous ne pouvez pas réparer. Et la réparation devait attendre. Lieutenant Shice, à vos ordres. Faut rentrer à El Toro. Par sécurité, On va y aller tranquille. Ils doivent voler à basse altitude. C'est ce qu'on a fait. Le F-4 décolle à 17h15. Rick Phillips maintient une altitude de croisière plus basse qu'à l'accoutumée. Sans le problème d'oxygène, il aurait volé plus haut, loin des avions au départ de Los Angeles. Vers 18h, il monte pour survoler les montagnes et une couche de brume.
Reçu, on monte à 15 000. L'équipage est passé de 1500 à 15 000 pieds à un taux de montée de 10 000 à 15 000 pieds par minute. C'était facile avec un Phantom. Cette brusque augmentation de l'altitude a-t-elle provoqué un trouble grave appelé hypoxie? L'hypoxie réduit l'acuité visuelle. C'est un manque d'oxygène dans le cerveau qui ralentit la réflexion. Donc, mieux vaut l'éviter à bord d'un chasseur tactique. Jack Zik, Ça, c'est pour les masques. connaît bien le F4. Ça, pour la pression cabine. Il sait que le problème d'oxygène n'aurait touché que les masques, des accessoires qui ne servent qu'à très haute altitude. À 15 000 pieds, il devait donc y avoir largement assez d'oxygène dans le poste de pilotage. L'équipement de pressurisation aurait maintenu une altitude cabine fictive nettement inférieure à 10 000 pieds. Donc, il n'y a pas eu de manque d'oxygène sur le plan physiologique. L'équipage ne souffrait pas d'hypoxie. L'abordage reste donc un mystère. En aviation, il existe un concept élémentaire appelé « voir et éviter ». Cela signifie qu'il revient à chaque pilote de faire attention aux autres aéronefs. Et les enquêteurs se demandent pourquoi l'équipage du DC-9 n'a rien tenté pour éviter la catastrophe. C'est maigre. Et de votre côté? Il s'avère que les pilotes de ligne sont moins bien formés sur ce sujet que leurs homologues militaires. Pilote automatique branché. Hughes Air West ne proposait pas vraiment de formation au concept « voir et éviter ». L'équipage du DC-9 avait peut-être quelques souvenirs de son passage dans les forces armées, mais son employeur n'avait pas de programme d'entraînement à proprement parler. Tu vas louper le match. Les Dodgers iront jusqu'en World Series. J'ai oublié les Giants. Un membre d'équipage lambda d'une compagnie aérienne n'avait sûrement pas conscience de l'importance du balayage visuel. Des études ont montré que certains pilotes passaient moins de 50% du temps à regarder à l'extérieur de leur avion, et parfois même moins de 20%. Conclusion, les pilotes de Hughes Air West n'étaient pas assez sensibilisés au problème, raison pour laquelle ils n'ont pas repéré le F4. Sauf que cette théorie est loin de convaincre tout le monde. Ses collègues se souviennent que Theodore Nicolai était très vigilant. Le commandant Nicolai pilotait vraiment à l'instinct. Une fois, on a frôlé l'abordage. Mais il a fait piquer l'avion. Et je me souviens qu'il avait expliqué à son copilote et aux gens qui étaient là combien il était important de regarder à l'extérieur, parce que tout pouvait arriver. Si Theodore Nicolai surveillait les environs, pourquoi n'a-t-il pas vu le fantôme? Le F4 arrive à 420 nœuds. Du nord, nord-est. Le DC-9 arrive à 320 nœuds du sud-ouest. 040, direct Daggett. Rapprochement. J'ai calculé que la vitesse de rapprochement des avions était environ de 300 mètres secondes. Pour vous donner une idée, c'est la vitesse en sortie de bouche d'une munition d'armes de calibre 45. Quelques secondes avant l'abordage, le navigateur a les yeux rivés sur son écran et le pilote surveille sûrement ses instruments. À moins 15 secondes, le F4 fait 2,5 mm, minuscule. À moins 10 secondes, 7,6 mm, minuscule mais peut-être visible. À moins 5 secondes, il bouche la fenêtre. Qui plus est, la livrée du chasseur n'a sûrement rien arrangé.
Les pilotes du DC-9 ont sûrement eu beaucoup de mal à repérer le F-4 parce qu'il était de la couleur bleu-gris des Marines et de la Navy. Il se confondait avec l'azur du ciel. C'était le but recherché d'ailleurs. La probabilité qu'un des avions ait pu repérer et éviter l'autre était infime. Et il se pourrait que le poste de pilotage du DC-9, avec ses larges meneaux, ait accru le problème de visibilité. On ne le voit pas ici, ici. Le F-4 a été masqué. Et ici. Il est resté derrière les meneaux pendant près de 25 secondes. L'équipage était totalement incapable de détecter l'approche du F-4. Encore une journée brumeuse. Fais gaffe! Aucun des 4 pilotes n'a eu le temps de voir l'autre avion arriver. Mais c'est au contrôleur de s'assurer que les aéronefs restent à distance de sécurité les uns des autres. Air West 706, tournez à gauche au 040, direct Daggett. Or, eux non plus n'ont pas vu le F-4. Pourquoi n'était-il pas apparu sur le radar? Le DC-9 avait bénéficié d'un suivi radar et ça a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi les aiguilleurs du ciel n'avaient-ils pas adressé une alerte trafic à l'avion de Hughes Air West? C'était leur principale responsabilité. C'était des bleus. L'inexpérience des contrôleurs en formation est-elle à incriminer? Un débutant qui était en formation dans un centre de contrôle s'entraînait en conditions réelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de simulateurs, mais à l'époque, ça n'existait pas. D'après les dossiers du personnel et les transcriptions des communications, Rien à redire. les débutants étaient bien formés et bien encadrés. On pourrait croire que les 2 personnes en formation n'y connaissaient rien ou qu'elles ne faisaient pas attention. Faux. Les gens en formation sont encore plus vigilants qu'un contrôleur en poste qui peut se relâcher sous l'effet de la routine. Rien n'explique pourquoi le radar de Palmdale n'a pas détecté le F-4, jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent un détail le concernant. Il semblerait qu'il n'était pas assez fiable pour suivre un avion de chasse ultra rapide. Il datait de la Deuxième Guerre mondiale. La chaleur que cet équipement dégageait provoquait une baisse considérable de son efficacité, parfois au point qu'il n'affichait plus rien. Reste aux enquêteurs à déterminer ce que ce matériel peut et ne peut pas voir. Le NTSB teste le radar. Un F-4 emprunte la même route que celui de Scheiss et Phillips pour vérifier si l'installation de Palmdale le repère. Ici, le F-4 vole à 800 km/h. Il effectue 6 passages. Et les contrôleurs ont le plus grand mal à le suivre. Un avion? Peut-être. C'était peut-être une interférence, comme souvent. L'effet de sol. Un écho-radar isolé ne veut rien dire. Il en faut plusieurs pour savoir que c'est un avion. D'une certaine façon, le fantôme n'a jamais aussi bien porté son nom. Il est seul et nul ne le voit. De plus, en 1971, les militaires ne connaissent pas toujours très bien les routes aériennes civiles. Les pilotes militaires n'étaient pas très au courant de ce que faisaient leurs collègues civils à Los Angeles ou dans d'autres zones saturées. Et l'avion de chasse n'était pas tenu de contacter les aiguilleurs du ciel civil.
Voici les couloirs de LAX. Les couloirs aériens ressemblent à des rayons de roue de vélo qui s'étirent sur des kilomètres. Et le vol RW706 suivait l'un d'entre eux. Vos gars ont coupé un des couloirs les plus utilisés. Ils savaient qu'il était là? Reste à l'écart du trafic à l'est de LA. Mais en espérant éviter la circulation aérienne commerciale en contournant la ville, les soldats ont traversé un couloir aérien très fréquenté. Les militaires n'avaient pas les cartes des itinéraires de départ parce qu'ils ne décollaient pas de LAX. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi l'équipage du F4 n'a-t-il pas contacté un contrôleur aérien pour lui signaler sa présence et ses intentions? La conclusion des enquêteurs fait froid dans le dos. Le transport aérien américain souffre d'un grave défaut. Les systèmes civils et militaires ne communiquent pas. Aurait-on pu faire autrement? Absolument pas. On n'était pas en mesure d'y changer quoi que ce soit. Pas nous. L'enquête exhaustive donne lieu à 2 rapports, un civil et un militaire. À eux deux, ils couvrent tous les détails de l'accident. Les aviateurs des Marines pénalisés par une fuite d'oxygène. Vous ne pouvez pas réparer. Leur décollage sans prévenir les contrôleurs civils. Le survol à basse altitude du désert. Ici, l'incapacité des aiguilleurs du ciel à suivre le chasseur supersonique. Et enfin, celle de l'équipage du DC-9 à le repérer. Encore une journée brumeuse. Ce double rapport entraîne une refonte globale des règles. Les militaires avaient l'habitude de faire du vol à vue, ce qui leur permettait notamment de transmettre leur position nettement moins souvent. Mais suite à cet accident, tout le monde a été obligé d'apparaître sur les écrans radars, c'est-à-dire être suivi par des contrôleurs. Aux États-Unis, on signale depuis aux militaires les zones réglementées des aéroports civils, zones dont la taille et la forme ont été réaménagées. Il y a eu toute une série de révisions des zones réglementées pour arriver à ce qu'on surnomme le gâteau de mariage renversé. Les rayons de la roue de vélo ont disparu au profit d'une zone réglementée qui entoure les aéroports les plus utilisés. Hughes Air West a été vendu en 1980 avant d'être absorbé par Northwest Airlines. Mais les leçons tirées du pire accident subi par la compagnie sont toujours en vigueur aujourd'hui. Fais gaffe! Elles ont tout simplement révolutionné le contrôle aérien. Et depuis, les passagers sont plus en sécurité. c'est tragique que 49 personnes aient trouvé la mort. Mais l'an passé, aux États-Unis, 35 000 personnes se sont tuées sur la route. Preuve que le système en vigueur dans l'aérien est extrêmement sûr. Les procédures et les équipements fonctionnent bien.